la team Artolique, bienvenue pour cette nouvelle interview que nous allons faire aujourd'hui en présence d'Élodie, qui est donc une spécialiste du marketing de l'influence et une ancienne manager d'influenceurs. Alors bonsoir Élodie, merci de bien vouloir répondre à nos questions. Bonsoir. Alors est-ce que tu peux nous parler de toi? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton métier, qu'est-ce que c'est être manager d'influenceurs? Alors, être manager d'influenceur, bon déjà aujourd'hui, là je le suis plus, je suis plutôt consultante. Mais je l'ai été pendant 3 ans sur Paris. Et en quoi ça consiste? Simplement, je récupérais en fait toutes les demandes que pouvaient faire les marques ou les agences aux influenceurs. Et je les traitais, donc je répondais aux mails, je m'occupais de leur planning, je négociais les contrats. C'était assez large parce que ça pouvait aussi toucher à la photo. Donc heureusement que je touche un peu à la photo. Donc je pouvais prendre leurs photos, je pouvais filmer leurs vidéos. Je gérais aussi la compta. C'était très très large. Après, aujourd'hui, les influenceurs eux-mêmes en fait sont managés pour la plupart dans des agences d'influence qui existent. Et dans ces agences-là, ils vont pas avoir le même rôle que moi. C'est-à-dire que moi, j'avais tous les rôles en même temps. Eux, tout est scindé en fait en différents groupes. Donc voilà. Alors est-ce que tu peux nous dire comment tu l'es devenu? Oui, 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 tout à fait. Alors déjà, tout a commencé quand je suis montée sur Paris pour le salon de l'automobile en 2016, parce qu'en fait j'adore les voitures. Et j'ai travaillé sur ce salon, et c'est là que j'ai rencontré le tout premier influenceur avec lequel j'ai travaillé pendant presque 2 ans. Donc c'est Was Freestyle. Et en fait, on était tous les deux épatés par les compétences de l'un et l'autre. On a déjeuné ensemble et puis on a discuté. Et de là, il m'a dit un jour qu'il avait besoin d'aide parce que son activité commençait à prendre de l'ampleur. Voilà, il m'a demandé de l'aider simplement. Ce qu'il fait en fait, Was Freestyle, c'est que c'est un freestyler football professionnel qui est aussi influenceur sur les réseaux sociaux, même s'il déteste qu'on l'appelle comme ça. Et donc, on gérait sa page Instagram, YouTube, euh, Facebook, Twitter. Et moi, en fait, j'avais à la fois la partie influence pure digitale à négocier avec les marques, et de l'autre côté, toute une partie événementielle où en fait on voyageait, on allait à des événements professionnels pour ces prestations de freestyle. Voilà. D'accord. Justement, est-ce que tu peux nous citer un petit peu les noms de tous les influenceurs avec qui tu as travaillé? Ouf, ah oui, celle-là, je ne m'attendais pas. Oui, il y en a eu plusieurs en plus. Il y en a eu certains avec qui j'ai eu le plaisir aussi tout simplement de collaborer ou juste de faire un shooting photo. Je peux en citer plusieurs. J'ai donc Was Freestyle pour commencer, ma petite Léanie Danse qui est une jeune danseuse très très talentueuse. Il y a eu les frères So Style qui sont des youtubeurs les premiers dans la mode et la beauté pour hommes. Il y a eu Sundy Jules avec qui est un ami aussi avec qui j'ai eu l'occasion de travailler sur certaines campagnes. Il y en a eu beaucoup trop en fait. Junior TV, il y a eu Eddie Cudi, Laura Meschi, et j'en passe, parce que franchement, beaucoup trop. Alors, du coup, on va peut-être plus se focaliser sur un seul d'entre eux, Was Freestyle. Quand tu l'as connu, il avait beaucoup moins de followers qu'aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire comment tout ça a évolué en si peu de temps? Alors oui, aujourd'hui je travaille plus avec lui, mais je suis un petit peu son évolution. Nous, on a eu une évolution qui était fulgurante juste après le salon de l'automobile, parce qu'il était un petit peu moins de 300 000 abonnés sur YouTube. Et en 1 an et demi, on a atteint les 2 millions d'abonnés. Comment? J'imagine que tout le monde se pose la question. En fait, on peut penser comme ça que le métier d'influenceur, c'est un métier qui est simple, mais pas du tout. En fait, pour faire la différence, il faut travailler, il faut produire du contenu qui soit aussi pertinent, et il faut aussi souvent se remettre en question sur l'originalité de son contenu. Et moi, je l'accompagnais dans tout ça. En fait, comme je le déchargeais de tout ce qui pouvait être chronophage, comme les mails, comme répondre au téléphone, faire les factures, tout en fait, vraiment tout, même faire des réservations d'hôtels quand on allait à l'étranger. Toute cette partie-là, il n'avait pas du tout à s'en occuper. C'est limite s'il s'occupait même de comment il s'habillait. Je devais tout gérer.
Donc lui, ça lui permettait vraiment de se focaliser sur la production de contenu, sur réfléchir à ses concepts. Et c'est comme ça qu'en si peu de temps, il a gagné beaucoup d'abonnés. Parce qu'il a été régulier, parce qu'il a été original dans toutes ses idées. Il cherchait sans cesse à se renouveler, à trouver des nouvelles personnes avec qui collaborer. Et quand on avait des propositions de partenariat avec des marques, eh bien en fait, simplement, il cherchait à faire en sorte de correspondre non seulement à la marque, mais aussi que l'image qu'il avait lui reste la même. Donc garder son authenticité en fait. D'accord. Et en parlant de partenariat, y a-t-il un partenariat qui t'a plus marqué qu'un autre? Alors, un seul, je dirais que c'est compliqué. Je vais en dire deux ou trois. Allez, le premier, déjà, c'est le tout premier partenariat, parce qu'on se souvient toujours de ses premières fois. Donc, c'était Puma. Et on a collaboré avec Mario Balotelli. C'était une très, très belle opération. On l'a renouvelée plusieurs fois, mais la toute première, je m'en souviendrai encore, et c'était à Nice. Ensuite, il y a une seconde opération. Bon, enfin, elle a eu lieu une année après. Et puis, il y en a eu beaucoup entre-temps. Mais celle-ci m'a marquée parce qu'en fait, on a voyagé. On est parti à Dubaï avec Eduniversal. Et j'ai beaucoup apprécié parce que déjà, c'était un sujet qui me touchait, l'éducation des jeunes. Et forcément, donc déjà, quand le sujet t'intéresse, tu le retiens beaucoup plus. Et parce qu'évidemment, être à Dubaï, c'était sympa. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'influenceurs. J'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes très intéressantes, notamment dans les équipes d'Eduniversal, avec qui je garde encore contact de temps en temps. Donc voilà. Et une troisième, je dirais celle avec Kenzo et Léanie, parce que la petite a été mais très très efficace. En 2 heures, on a plié le tournage, ce qui est assez rare. Elle nous a tous bluffés, sans préparation pour autant. Et voilà, c'est quelque chose qui m'avait marqué particulièrement. Et la campagne s'est très très bien passée. Elle a été simple parce que toutes les campagnes ne sont pas évidemment faciles à gérer. Voilà. Euh, L'envers du décor, comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu à quel type d'événement tu as participé pour promouvoir un petit peu les influenceurs que tu manageais? Alors, promouvoir les influenceurs eux-mêmes, il y en a très peu, à part peut-être Video City, qui a été arrêtée d'ailleurs. Pour l'instant, j'ai pas vu qu'ils allaient renouveler. Mais sinon, la plupart du temps, ce sont les marques qui nous invitent, ou alors certaines sociétés, comme même Universal, par exemple. Mais là, ils vont promouvoir, eux, un artiste de chez eux. Il y en a une qui m'a particulièrement marquée, c'était quand ils nous ont invités sur le toit de l'Arc de Triomphe. Donc c'était très 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 sympa pour un concert. C'était pour DJ Snake, effectivement. Donc c'était génial, on s'en souviendra. On était une petite centaine. Donc d'être là parmi une centaine de personnes dans tout Paris, on se sent privilégié par exemple. Est-ce qu'il y a eu d'autres endroits où tu t'es senti privilégié justement? D'autres endroits où je me suis sentie... Moi, je pense à un endroit en particulier où j'y étais avec toi quand on est allé à Paris Games Week pour Was Freestyle qui devait remettre le prix. Je ne me rappelle plus, c'était le prix de quoi déjà? Bonne question, oui, il me semble. Mais toi, ce qui t'avait marqué ce jour-là, c'était le fait qu'on ait besoin d'une montagne de sécurité autour de nous parce qu'on ne pouvait absolument pas marcher. Ouais. On ne pouvait pas marcher 2 pas sans se faire arrêter par des abonnés. Donc oui, bon, moi, ça ne m'a pas marqué parce que c'est toujours comme ça, en fait. Mais sinon, je me sentais privilégiée. Je sentais que j'étais privilégiée, même si moi, je ne suis pas spécialement éblouie par les strass et paillettes, mais on vit dedans en fait. On vit dans les strass et les paillettes quand on est un influenceur. Et on sait qu'on est privilégié parce que ce qu'on vit, pas tout le monde ne le vit en fait. Et moi, évidemment, je faisais partie de ce milieu-là, donc je savais que j'étais privilégiée. D'accord. Je me suis pas forcément sentie privilégiée non plus. Je pense que je me suis sentie privilégiée parce que je t'accompagnais. C'était surtout pour ça. Bon, alors est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur les influenceurs, les comptes Instagram par exemple des influenceurs? Qu'est-ce qui selon toi va rendre un influenceur pertinent? Alors, ce qui va rendre un influenceur pertinent selon moi, ça va être la crédibilité de son compte qui est liée à sa légitimité. C'est-à-dire que, pour parler très pratique,
Si demain, vous voulez vous lancer sur un compte de voyage et que vous ne voyagez pas, ça va être difficile. Donc, c'est vraiment une question de légitimité et puis après de production de contenu cohérente. C'était quoi ta question déjà, rappelle-moi? Qu'est-ce qui va rendre un influenceur Pertinent, voilà. Et puis son originalité, je dirais. Parce qu'au final, aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Et au final, comment se démarquer si ce n'est d'essayer d'être original, mais en gardant son authenticité. Donc en fait, c'est un vrai défi. C'est un vrai défi. C'est pas si simple qu'on le croit. Hop, tiens, je claque des doigts, je suis un influenceur. Ça se passe pas du tout comme ça. Ou alors, tiens, je fais plein de belles photos, je les poste sur Instagram et je vais avoir une belle notoriété. Non, c'est pas du tout ça. Alors, du coup, est-ce que c'est possible d'avoir un compte Instagram un petit peu fidèle à de l'authenticité et de la pertinence ce que recherchent les jeunes aujourd'hui, justement, à pouvoir avoir confiance en un influenceur, en son contenu, en ce qu'il propose Alors oui, c'est possible. C'est même très possible. J'en connais quelques-uns. J'ai une amie que j'ai en tête qui s'appelle Léa Chou. Après, on le ressent aussi dans ce que la personne dit, dans ce qu'elle communique. On ressent si elle est naturelle ou pas. Après, bon, il y a des choses, il y a certains influenceurs, on les voit en vrai, ils sont une personne, et puis finalement, quand on les voit sur les réseaux sociaux, c'en est une autre. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais ça existe, oui, bien sûr que ça existe. Par contre, parler d'authenticité, on en revient à une question que tout le monde se pose aussi, qui est celle de l'honnêteté, par exemple. Est-ce que tous les influenceurs sont honnêtes par rapport à leur partenariat, par exemple? Je vais pas forcément dire oui, parce que je sais pas. Il y a certains, on peut pas garantir leur honnêteté. Après, ceux avec lesquels j'ai travaillé, oui, parce qu'ils le mentionnaient. Et puis aujourd'hui, on a quand même une obligation légale, en fait, de dire que c'est un partenariat ou une collaboration. Donc, quand même, aujourd'hui, plus ça va, et je pense que plus ils vont être obligés d'être honnêtes envers leur communauté. Mais on peut toujours cacher une collab, par exemple, à ses abonnés. Je veux dire, il n'y a rien qui nous permet de vérifier si, par exemple, tel influenceur a vraiment juste aimé un super produit et qu'il n'a pas été rémunéré derrière. Donc là, c'est vrai que c'est délicat parce que un influenceur va vous dire « Ah tiens, j'adore ce produit, tenez, achetez-le ». Ils peuvent peut-être vous donner un code promo, mais dans le fond, est-ce qu'il l'adore, le produit? On ne sait pas. Donc voilà. Justement, il me vient une question entendant parler de cosmétiques, etc. Et d'authenticité. Il y a les nouveaux influenceurs CGI, donc les images de synthèse, comme par exemple Lil Miquela, qui a quand même fait pas mal de publications sur son compte Instagram pour promouvoir des produits de beauté, alors que c'est une image de synthèse et donc pas vraiment digne d'un compte Instagram authentique. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette toute nouvelle tendance, cette toute nouvelle vague? Bah après, aujourd'hui, on évolue dans le digital. Donc je pense qu'on sera amené de plus en plus à voir ces images de synthèse. Après, ce que je peux en dire, qu'est-ce que je peux en dire? C'est très personnel. Effectivement, on en revient encore à l'authenticité. Est-ce que je trouve ça authentique? Non. Mais bon, c'est mon avis. Il y a peut-être certaines personnes qui trouveront que oui. Moi, je pense pas. Ça vole aussi du travail, en fait, aux vrais influenceurs, aux vraies personnes. Mais bon, ça, on le voit déjà aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Je pense que ce sera une tendance. Et puis, de toute façon, le milieu de l'influence est finalement récent, dans le fond. Et il sera soumis à des changements, à des évolutions. Il faut être en alerte. Mais je pense quand même que, malgré tout, ce qu'il y a de vrai va rester. C'est-à-dire que l'authenticité, on va le remarquer. Moi, je vois que certaines étudiantes me disent, par exemple, je leur demande qui sont les influenceurs qu'ils préfèrent, parce que je leur demande à toutes, et je vois certains noms qui ressortent, par exemple. Et je me dis que même si aujourd'hui les personnes suivent quelqu'un parce qu'ils sont suivis par une masse, tout le monde n'est pas dupe. Il y a un moment où on ressent les choses. Et ça va revenir. Je pense vraiment que l'authenticité, la vraie personnalité des gens, ça va revenir au devant de la scène et que ça va faire toute la différence. Et c'est comme ça qu'on va faire la différence, justement.
Je ne sais pas si je ne me suis pas perdue là, mais c'est bon. Ça va. Okay. Tu m'as pas l'air perdue du tout. Justement, quand on voit que la nouvelle génération, donc la génération Z, et pas les milléniaux, hein, ceux qui nous suivent derrière, sont vraiment à la recherche de cette authenticité-là, de cette... voilà, que les gens qui sont en face d'eux soient honnêtes et les spamment pas, les harcèlent pas, etc. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'aujourd'hui, un compte Instagram comme Lil Miquela a presque 2 millions de followers? Je t'avoue que je ne me l'explique pas, mais j'ai ma petite idée, dans le sens où je pense que on est très contradictoire. L'être humain est contradictoire de nature, mais en soi, on va aimer l'authenticité, mais on aime aussi la perfection. Et en fait, ces images de synthèse, elles sont parfaites. Elles sont ce qu'on aimerait être. Voilà, c'est l'esthétique. Et c'est ce qui nous plaît en soi. Donc, je pense, et du moins, je l'explique de cette manière. Et donc, c'est pour ça que beaucoup de comptes Instagram fonctionnent bien aujourd'hui, parce qu'ils ont compris que le storytelling était assez capital pour sortir un petit peu du lot. Oui, complètement. Oui, complètement. Alors, est-ce que tu pourrais me dire quelle est pour toi une proposition de partenariat réussie? Alors, une proposition de partenariat réussie. Là, ça va s'adresser un petit peu aux marques, si elles suivent le compte à un moment donné. Une proposition, oui. Une proposition réussie. Alors, je dirais qu'il y a plusieurs points. Déjà, comme dans tout, il faut y mettre les formes et le fond aussi. Et puis, pour commencer, il faut que ce soit clairement identifié. Donc, il faut qu'on ait... le produit ou le service qui soit clairement identifié. Il faut qu'il y ait une belle approche. Il faut quoi d'autre? J'essaie de réfléchir là à toutes les propositions que j'ai pu recevoir. Donc oui, être poli, c'est bête, mais des fois il faut le rappeler. Mais à la fois en fait proche de... Comment dire? C'est difficile ce que je suis en train de vous expliquer, parce qu'en fait la nouvelle génération d'influenceurs est assez jeune, et à la fois elle attend qu'on la respecte, mais elle veut pas non plus qu'on la prenne de haut ou avec des grands chevaux ou qu'on vienne en grande pompe. Elle veut aussi qu'on soit naturel en venant lui parler. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué vraiment quand eux, ils lisent une proposition de collaboration. Si c'est trop pompeux, ils vont dire « Ah non, mais attends, tiens, ça me fatigue là ». Mais en même temps, bon, aujourd'hui, un influenceur, il est rarement managé... il est rarement seul. Après, ça va dépendre. Si on parle d'un micro-influenceur ou d'un macro, c'est vrai qu'eux, ils vont avoir une agence, par exemple, qui les suit. Donc là, dans ce cas-là, ce sera un manager. Donc la question ne se pose plus. Mais un influenceur ou un micro-influenceur, quand on vient lui parler, on ne vient pas lui parler de manière... je ne sais pas comment... Est-ce que tu as le mot pour m'aider, là? Parce que je ne l'ai pas. Arrogante. Oui, on peut ressentir des fois de... C'est ça. Et ça, je l'ai beaucoup remarqué. Donc, soit c'est trop arrogant, suffisant, soit c'est limite trop friendly, du genre salut, j'ai 100 €, tu peux me faire une vidéo YouTube? Non, en fait. Oui, en plus. Voilà. Et puis, encore une fois, on parle de crédibilité. Regarde la communauté de l'influenceur. Et puis, si tu n'as pas envie de parler de budget dès le début, n'en parle pas. Mais par contre, si tu mets ton budget, fais en sorte qu'il soit cohérent. Ne l'insulte pas dans ta proposition. Parce que dans des cas comme ça, en fait, on ne te recontactera même pas. Et là, c'est compliqué. Bon, moi, je prenais toujours le temps de répondre à une marque, même si je trouvais que la proposition était complètement farfelue ou dingue ou tout juste pas respectueuse, en fait. Parce qu'à un moment donné, ils produisent un contenu, ils font du travail, pour certains très qualitatif, et de voir des propositions comme ça les dénigre, en fait, et ils se sentent profondément touchés. Donc voilà, moi je répondais toujours, mais voilà, je comprenais leurs sentiments. Ouais, d'accord. Est-ce que tu as en tête en fait des comptes Instagram là qui, par exemple, quand tu as parlé avec tes étudiantes et que souvent elles t'ont parlé un peu de toujours les mêmes comptes Instagram, lesquels sont-ils? Alors moi j'en ai une en tête pour le coup, parce que c'est vraiment elle qui revient souvent, et c'est Léna Mafouf. Parce que cette jeune fille, c'est une fille qui est authentique et ça se ressent. J'ai eu l'occasion de la rencontrer, mais très peu, parce qu'elle est amie avec des influenceurs que moi je connais bien par contre. Et effectivement, elle est naturelle. Elle est ce qu'elle est dans la vraie vie et sur les réseaux.
Parce qu'il y en a d'autres, par contre, ce n'est vraiment pas le cas. Et ils le ressentent. Qui d'autre Après, le reste, je pourrais pas... Enfin, là, c'est vraiment la première qui me vient comme ça. Mais sinon, moi, il y en a une que j'aime bien aussi. Encore une fois, c'est une amie. Il y a Nourène, parce qu'elle est jeune, elle est étudiante. En même temps, de toute façon, c'est aussi le principe de... On aime bien ce que les personnes font qui nous ressemblent aussi. Donc bon, c'est très subjectif ce que je dis. C'est ça, on n'a pas tous les mêmes centres d'intérêt, donc c'est très compliqué de donner de te dire ça. J'ai aussi Léa Chou, encore une fois, j'en reparle, mais c'est une amie, elle fait un contenu qui est très travaillé, elle réfléchit longuement sur chaque sujet, elle demande l'avis de ses abonnés, et pareil pour Nourène, par exemple. Bon, là, je parle que de femmes, hein, mais voilà. Mais bien sûr, il y a quelques hommes aussi que j'aime bien. Hein. Là, tu veux que j'en cite? Pourquoi pas? Allez. Pas trop, hein. Oui. Il y a un contenu que j'aime bien, je pense à Sundy Jules, parce que c'est un ami aussi. Pourquoi? Parce que lui, il réfléchit longtemps avant de poster une photo, et ça me fait souvent sourire. Parce que il regarde ses photos, il en a plein, il en prend plein. Tu verrais son téléphone, c'est juste hallucinant. Et il va en poster que très peu. Parce qu'il va vraiment faire attention à son compte, il veut qu'il soit beau. C'est quelqu'un qui aime justement ce côté très qui a ce côté très esthétique. Et voilà, donc je pense à lui. Comme ça, il y en a d'autres qui me font sourire. Junior TV, là, c'est complètement autre chose. On est sur du divertissement. Et lui me fait rire parce que, pareil, encore une fois, c'est quelqu'un c'est le même dans la vraie vie et sur les réseaux sociaux, il est naturel. Parlons d'un plus gros encore, Mister V, Yvick. Mais Yvick, pour moi, lui, c'est le best. Parce que il est drôle, il a une fraîcheur, et c'est pareil. Tu le vois dans la vraie vie, tu le vois sur ses vidéos, c'est la même personne. Et il est drôle tout le temps, du matin au soir. Voilà. Et ça, je trouve que ça se perd parce qu'au final, quand tu vends du divertissement mais que t'es pas drôle dans la vraie vie, je comprends pas en fait. Moi, ce sont des choses qui me dépassent. Mais bon, il y en a beaucoup qui arrivent à le faire. Hein. Mais je pense que l'authenticité, c'est quand même quelque chose d'important, quoi. Bah oui, c'est sûr. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à toutes ces jeunes filles là qui rêvent de devenir influenceuses sur Instagram? Alors déjà, rêver d'être influenceuse sur Instagram, je ne dénigre absolument pas, parce que je peux comprendre qu'effectivement, il y a des côtés très attrayants, mais en fait, la plupart de ceux que je connais sont devenus influenceurs sans vraiment le chercher. Donc ça, c'est une première donnée. C'est-à-dire on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la crédibilité et la légitimité. Si tu aimes quelque chose et que tu te lances dedans, il y a plus de chances que tu réussisses que si tu le fais juste pour la notoriété et pour le succès. Déjà, premièrement. Ensuite, quand on veut faire quelque chose, il faut travailler dur. Donc c'est pas juste prendre des photos et se dire tiens, je vais les poster, ou faire des vidéos et tiens, je vais les poster, parce que c'est comme tout dans la vie. Même si ça marche un temps, il y a un moment où tu peux dégringoler très vite. J'ai quelques noms en tête, mais je vais pas les dire, par contre, par respect pour eux. Mais moi, je connais certains youtubeurs qui ont surfé sur une vague, qui ont été millionnaires d'abonnés sur YouTube très rapidement, mais qui après, au bout d'un moment, en fait, c'est comme le cycle de vie d'un produit. On a une phase de lancement, après ça stagne, on est au top of the top à un moment donné, puis voilà, après ça stagne, et puis au bout d'un moment, il y a le déclin. Et le déclin, il arrive beaucoup plus rapidement quand tu n'innoves pas, quand tu ne travailles pas, quand tu ne proposes pas quelque chose d'original. Donc en fait, j'ai pas de recette spéciale à donner à toutes ces personnes qui rêveraient de devenir influenceuses, si ce n'est que si tu es passionné par quelque chose, fais-le, et fais-le bien, parce que les faire à moitié, ça ne sert à rien, et donne-toi à fond, quoi. Mais on n'a pas de recette magique, et ceux qui vous disent qu'il y a une recette magique, bah ouais, bon, j'aimerais bien la connaître, mais en attendant, j'en ai côtoyé beaucoup, et il n'avait pas de baguette magique ou de recette magique, il y avait juste du travail. Donc voilà. Du coup, faites attention aux écoles d'influenceurs. C'est ça? Aux écoles d'influenceurs? Ça existe, des écoles pour devenir influenceur. Eh ben écoute, voilà. Oh, je n'ai pas le nom, et puis j'ai pas envie par respect pour eux non plus, mais c'est après, ça dépend. Peut-être que là, sur le coup, j'ai pas forcément été, parce que on n'est pas non plus, j'ai pas la science infuse sur le sujet, même si
j'y suis intéressée et que je continue encore, même en donnant mes cours, par exemple. Mais là, clairement, si c'est après géré par on va dire, une grosse structure, une grosse entreprise qui, eux, managent déjà des influenceurs et qui t'aident à te développer, d'accord, ok. Mais par contre, des personnes qui te disent, tiens, moi j'ai toute la recette pour que tu deviennes un influenceur, moi j'aurais peur. Ouais. Voilà. Bon, bah, merci. Alors, bah, merci beaucoup, Elodie. Alors, je pense que tu peux dire à tout le monde déjà quel est ton compte Instagram pour qu'on vienne te follow. Oui. Alors, du coup, c'est Elodie, le tiré du 8 du bas, comme on dit, ou underscore, RTZ. Donc, j'ai contracté mon nom de famille qui est Rakoto Misao parce que c'est beaucoup trop long en RTZ. Donc, Elodie, RTZ. Et je vais bientôt ouvrir un site internet. Voilà. Ah oui, j'ai quelques projets. Bah, après, j'en ai beaucoup des projets parce que là, en ce moment, je suis adjointe de direction chez Yves Rocher, Montpellier, au Polygone. À côté de ça, je fais mes études. Je termine mon master en management à l'école de commerce à Montpellier Business School. Et effectivement, en fait, j'ai remarqué, parce que là, ça fait des années que je fais ça, qu'on me demande souvent des conseils dans le milieu de l'influence, du management. Des fois, ce sont juste des amis. Des fois, ce sont des marques. Des fois, c'est pour d'autres services que je peux aussi donner à côté, bien sûr. Et du coup, je me suis dit, tiens, il est temps, en fait, d'arrêter de donner de ma personne comme ça gratuitement tout le temps. Après, bien sûr, il y aura forcément des tarifs préférentiels ou des facilités pour les amis. Mais voilà, j'ai des projets qui est de développer cette activité à côté. Puis à côté, je donne aussi des cours. Mes étudiants qui sont juste géniaux dans le marketing d'influence. Et ça me permet en plus d'apprendre à côté de tout ce que je fais déjà. Et puis, tout plein de projets à côté qui n'ont rien à voir avec l'influence. Mais quoique, si, parce qu'au final, aujourd'hui, on me considère un petit peu comme une micro-influenceuse aussi. À force de manager d'autres influenceurs, il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont suivi pour savoir ce que c'était que le management d'influenceurs, pour suivre aussi à travers mes stories, par exemple, comment vivaient les influenceurs, leur notoriété dans le quotidien. Donc, j'ai eu une petite notoriété. Et aujourd'hui, ce sont les marques qui me contactent. Et puis voilà, je collabore en tant que parfois modèle ou tout simplement ambassadrice de certaines marques. Donc j'ai aussi quelques petits projets à ce niveau-là. Okay. Voilà, voilà. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi et merci Artelic. Et puis bah, vous pourrez retrouver l'interview sur Artelic, magazine Artelic Talk.